Le débat ce matin d'Éden, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. L'une des réformes politiques est bien sûr apportée au système électoral au Bénin, la loi sur le parrainage. Cette disposition électorale prévoit donc le parrainage par 10% de maires et ou de députés pour être candidat à une élection présidentielle en République du Bénin. Quel est l'impact, bien sûr, de cette disposition sur la présidentielle, certainement la prochaine présidentielle, vu la configuration de l'Assemblée et des conseils communaux à suite aux dernières élections législatives et municipales où l'opposition faiblement représentée à ces différents niveaux. Certains y voient déjà une façon d'exclure et bien sûr certains candidats. Qu'en est-il réellement? Pourquoi tant de polémiques autour de cette disposition? Pourtant discuter et bien sûr lors du dialogue politique mais également à l'Assemblée nationale. Bien sûr pour en parler sur ce plateau, nous recevons deux invités. À ma gauche, Paul, c'est bien cela, hein, Paul Danongbe, analyste politique. Bonjour. Voilà, monsieur. Alors en face de vous, Stéphane Tora, observateur de l'actualité politique. Monsieur Tora, bonjour. Bonjour Corneille, bonjour Monsieur Danongbe, content d'être sur le plateau. Alors merci encore une fois à vous, chers invités. Paul Danongbe, dites-nous le parrainage tel que cela est institué, ce sera expérimenté pour la prochaine présidentielle en 2021. Pourquoi tant de polémiques autour de cette disposition? Déjà, je vous remercie pour l'occasion que vous m'offrez pour en parler. Justement, je pense que avant d'avancer, d'entrer dans le vif du sujet, il faudrait bien faire l'état des lieux et revenir un peu, revisiter un peu l'histoire de la présidentielle au Bénin. Au Bénin, allons-y. En 2016, à l'avènement du pouvoir de la rupture, l'éligibilité, les conditions d'éligibilité à la présidentielle étaient beaucoup plus favorables, un peu plus perméables et accessibles à tous. Et vous avez vu, on a pu voir l'enthousiasme avec lequel les candidats s'annonçaient, et il y avait comme une certaine pagaille. Ce que les députés, à travers... Une certaine pagaille, qu'est-ce que vous y mettez réellement quand vous parlez du... Avant, les conditions étaient plus accessibles, perméables, mais à quel niveau vous... En 2016, il suffisait juste d'avoir les moyens pour payer sa caution, pour souscrire aux 15 millions, je crois bien. C'est bien cela? Bien cela, voilà. Pour se dire candidat à la présidentielle. Avec cette nouvelle loi, je pense que le législateur a peaufiné un peu la chose, a pensé à la professionnaliser au point où on impose aux prochains candidats d'aller exposer leur projet à 16 députés ou maires et donc je pense que sur la base de ce projet-là, la chose sera beaucoup plus prise au sérieux. Pour que désormais on n'assiste plus aux candidatures. Donc vous faites allusion fantaisistes. Candidature fantaisiste. Donc le problème qu'on règle à travers cette disposition, c'est justement limiter ou régler les problèmes de candidature. Je ne vais pas parler. Non sérieuse peut-être. Non, je ne dis pas que toutes les candidatures ne sont pas sérieuses. Il y a des candidatures qui méritent quand même d'être portées. Mais dans le lot, il y a entre griffes, je ne vais pas utiliser des gros mots, mais il y a entre griffes des plaisantins qui, sur la base de leur pouvoir financier, tentent de donner du poids à leur CV en participant pour une fois de leur vie à une élection présidentielle. Et je pense que le contexte sociopolitique actuel dans lequel nous sommes, nous avons plus besoin d'aller vers du sérieux. Et je pense que si cette loi sur le parrainage, si l'esprit est sain sur toute la ligne, elle règle beaucoup de problèmes. D'accord. Mais en entendant de vous retrouver, M. Tora, alors, mais cette manière-là, professionnaliser un peu, mettre de l'ordre, comme vous l'avez dit, dans les candidatures, est-ce que cette manière, ce moyen trouvé aujourd'hui, est-ce que cela cela ouvre réellement la compétition? Je comprends les inquiétudes des uns et des autres qui évoquent une certaine possibilité d'exclusion.
Je pense que le pouvoir de la rupture l'a assez martelé. Les choses sont beaucoup plus prises dans le contexte sérieux aujourd'hui. Et il faut comprendre les acteurs politiques qui voient à travers cette loi une certaine possibilité d'exclusion. Et moi, je pense, ma foi, que les gens n'ont pas à s'inquiéter. Les gens ne sont pas à s'inquiéter du moment où le pouvoir, à travers le législateur, les 83 députés, ils l'ont fait savoir à plusieurs occasions. Il est vrai que leur coloration politique aujourd'hui porte... C'est là tout le débat. C'est là tout le débat. Surtout quand on prend 83 députés qui sont tous acquis à la cause d'un seul président, il faut vraiment s'inquiéter. Et puis 70 maires. Je pense que si les prochains candidats, les futurs candidats à la prochaine présidentielle, si leur projet est assez convaincant, je pense qu'il y a beaucoup de députés, beaucoup de maires qui forcément ne voient pas en Patrice Talon le prochain candidat à partir de 2021. Je suis sûr. Stéphane Tora, votre avis sur les explications de votre vis-à-vis sur ce plateau? Non, mais il a su brosser ce qu'il faut apporter comme information à la masse pour mieux leur faire comprendre qu'en réalité, ce système de parrainage est venu beaucoup plus pour non seulement assainir le milieu politique, mais également à rendre les partis politiques plus responsables. Quand je dis ça, je vais remonter un peu pour nous faire comprendre que depuis 1990, qu'est-ce qui se fait? En réalité, le système, c'est un jeu assez ouvert aussi. Et nous disons chaque truc là, autre temps, autre mœurs. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes dans un système donné, vous faites avec le système. Vous ne venez pas tous les jours imposer un système réduit et demander à ce qu'on continue toujours d'investir dans un système réduit. En fait, depuis 1990, où le jeu politique est largement ou bien ouvert à l'infini, qui veut être, ou bien qui veut montrer qu'il a un peu plus de moyens que les autres, peut se présenter à une élection présidentielle. Mais il a fallu 2016 et des engagements pris par l'actuel président de la République et son équipe de réformer les choses. Et quand nous parlons de réformer, il y a le système, ou bien le monde partisan qui a été vraiment touché. Et lorsque vous prenez en compte la réforme des partis politiques et vous venez à la loi sur le parrainage, vous allez comprendre que c'est une suite des réformes et qu'on ne peut pas faire cette réforme politique-là. Non, on ne peut pas faire cette réforme politique et ne pas arriver à vouloir redonner le pouvoir, c'est-à-dire à pouvoir maintenir le pouvoir dans la main des partis politiques. Toi et moi, avant, est-ce qu'on pouvait penser et punir, c'est-à-dire punir un parti politique? Parce que les gens viennent, ils gouvernent et ils s'en vont. Et puis ceux qui sont là font toujours leur jeu de chaise, quittent l'ancienne chaise pour se retrouver en tout temps au bon milieu ou bien toujours à la bonne place. Et ça se poursuit. Alors que le peuple a besoin de sanctionner celui qui ne fait pas très bien. Si quelqu'un ne fait pas très bien, il faudrait qu'on le sanctionne. Et ce système de parrainage, cette réforme donnant plein pouvoir aux partis politiques de la gestion politique du pays, fait que désormais, lorsqu'un parti politique a sur le toit de l'État, lorsqu'un parti politique gouverne le pays, à la fin de son mandat, le peuple peut le sanctionner pour dire ce parti-là ne peut plus continuer à nous gouverner. Et le parti va se remettre en cause et revoir les choses pour pouvoir revenir après. Donc,
donner cet aspect politique jusqu'au niveau du président de la République, c'est une belle chose. C'est en voulant l'exprimer, en voulant l'expérimenter, qui peut-être nous cause un peu plus de débat, qui peut-être introduit un peu plus de peur dans la cité, mais il faut qu'on y aille. Parce que nous avons une sale habitude dans notre pays où, à chaque veille des élections, il faut réviser tous les tests. Il faut reprendre tout à zéro et il faut casser tout. Est-ce que les cris que nous entendons actuellement, ce n'est pas pour dire que, comme ça se fait à chaque fois là, où à l'approche des élections présidentielles, on revoit tout, il faudrait toujours revoir et ne même pas appliquer ce test sur le parrainage là. Moi, je crois que c'est ce que les gens essayent de mettre la pression pour. Mais il faut nécessairement qu'on tienne bon, qu'on aille au parrainage, que ceux qui ont peur présentent au moins des projets fiables, viables et compréhensibles pour tous, pour voir s'ils ne vont pas être soutenus par des parrains. S'ils ne se voient pas soutenus par un parrain, ce n'est pas encore la fin de la vie, puisque ça va se poursuivre. Et ils finiront par avoir forcément des parrains. Et surtout, je les invite à ne pas faire la politique de la chaise vide, parce que ça n'a jamais arrangé quelqu'un. Et depuis qu'ils sont en train de le faire, ça ne les a pas arrangés. Et c'est pour ça que nous parlons de l'Assemblée monocolore. En réalité, ça ne devrait pas être si les gens étaient conséquents envers eux-mêmes. Maintenant, ils ont vu ce que ça donne. Il y a encore une opportunité devant, je crois, et je les appelle à saisir l'opportunité, puisqu'on ne sait jamais. Alors, mais je reviens quand même sur une question tout à l'heure que je vous avais adressée. M. Danoubé, je ne suis pas encore tout à fait satisfait de la réponse. Je repose la question autrement. Alors, a-t-on besoin du parrainage réellement si déjà on est parti des clubs électoraux, des partis, les nombreux partis qu'on avait, et qu'on se retrouve aujourd'hui dans un schéma avec l'anniversaire des partis politiques, on est allé à de grands regroupements. Et que désormais, un Béninois simple qui n'est pas porté par un parti politique ne peut plus se présenter à l'élection, et que déjà on a de grands ensembles. Est-ce que dans ces conditions, a-t-on besoin encore de mettre d'autres dispositions qui semble-t-il, compliquent encore, rendent plus complexe la compétition? Si déjà on a de grands ensembles, est-ce que déjà au sein de ces grands ensembles, on ne peut pas choisir quand même des candidats? A-t-on besoin réellement? Parce que là, c'est là un peu... Je comprends parfaitement les inquiétudes là que vous émettez, et c'est assez légitime. Mais vous savez, le pluralisme dans lequel le pouvoir de la rupture s'est installé n'a pas vraiment été bénéfique sur tous les plans. Je m'explique. Et quand vous avez des partis, des clubs électoraux, comme on le dit, identifiés à la tête de tel ou tel acteur politique, vous savez, il y a un marchandage qui se fait à la tête de ces partis, et les gens ne sont pas forcément contraints à un projet de société. Et l'esprit de vouloir étendre ces partis-là à de grands ensembles, l'esprit est salutaire. C'est peut-être la pratique qui pose problème, et c'est tout normal. Toute œuvre humaine ne pourrait se soustraire à quelque imperfection. Donc, moi, je comprends les inquiétudes des acteurs politiques, surtout, notamment de l'opposition, qui évoquent à travers cette nouvelle loi sur le parrainage une certaine possibilité pour le pouvoir actuel d'exclure de potentiels candidats à la prochaine présidentielle. Les inquiétudes fondées? Non, les inquiétudes sont fondées. Surtout, je l'ai dit à l'entame de l'émission, quand vous allez à l'Assemblée nationale, et c'est surtout pour ça que je voudrais appeler M. Tora à comprendre les inquiétudes des acteurs politiques. Quand vous allez aujourd'hui à l'Assemblée nationale, 83 députés qui sont tous acquis à la cause du pouvoir du président Patrice Talon. Et c'est justement ces 83 députés-là qui sont habilités à voter les lois. Et donc, c'est normal pour celui qui est de l'autre côté de se demander quelle est l'impartialité du législateur, puisqu'il représente à la base
les populations. Et donc, moi, je comprends. Mais je pense, ma foi, ça, c'est mon avis. Je pense que cette nouvelle loi sur le parrainage, elle est opportune. Elle est opportune. Ça permet à tout candidat qui prétend gouverner les 77 communes du Bénin d'aller à la quête de l'assentiment des dirigeants à la base pour leur présenter... Ça donne plus de caution à sa candidature. Pour donner plus de caution à sa candidature. Et ça reviendra justement à ces élus locaux-là de descendre auprès de la population pour leur expliquer le bien fondé du projet, que portent ces projets candidats-là. Donc moi je pense que bien que les inquiétudes soient fondées, mais que tout candidat, toute personne qui se sent dans la possibilité d'aller candidater pour la prochaine présidentielle, de faire le pas. Donc, dans ce schéma où on a opté pour de grands ensembles aujourd'hui, le parrainage n'est pas de trop, si non, je comprends bien. Non, je ne pense pas. Le parrainage n'est pas de trop, bien que les inquiétudes soient fondées. Alors, M. Tora, c'est vrai que je me dis que ce n'est plus nécessaire de vous adresser cette question parce que je comprends déjà votre position, mais l'application même, voilà, puisque ça pose un peu de problème aujourd'hui, vu la configuration. Vous avez tenté de l'évoquer tout à l'heure. Nous avons l'Assemblée, 83 députés, tous acquis à la cause de la rupture. Et de l'autre côté, quand on prend les conseils communaux également, 70 maires. Alors, déjà, dans cette configuration, l'opposition se sent déjà très, très fragilisée. Donc, les inquiétudes, qu'on le veuille ou pas, sont fondées. Mais aujourd'hui, Monsieur Tora, dites-nous, comment ça peut se faire pour que celui qui, par exemple, est porté par surtout l'opposition aujourd'hui, que soit rassuré, que nous avons des élus du peuple et qui devront certainement en son temps être libres. Est-ce que ce que nous avons aujourd'hui, comment ça va se faire? Non. Certains pensent qu'il faut recadrer, certains pensent qu'il faut... Non. Il ne faudrait pas qu'on se mente. D'accord? Nous avons l'habitude de citer les pays développés, les pays européens, disant qu'ils ont un système politique attrayant, intéressant et qui produisent des politiques assez développeurs. Mais nous oublions que dans ces systèmes politiques, les gens ont des visions, les gens ont des idéologies, les gens se retrouvent autour des idéologies, n'est-ce pas? Pourquoi voudrions-nous qu'à chaque fois là, qu'un extrême, je ne sais pas, je donne un exemple, un extrême gauche devienne subitement centriste, ou bien pourquoi voudrions-nous ça? Si nous voulons bâtir un système politique de longue durée, un système politique permanent, allons à des idéologies de développement. Que les partis, bien que c'est la loi, ce sont des textes qui ont forcé des grands ensembles actuellement et qui, bon an, mal an, essaient de se retrouver, essaient de se donner un objectif de rester longtemps ensemble. Il ne faudrait pas qu'on se dise, pour sauver la face de la République, disons aux autres là, allez les soutenir. Non, mais avec cette configuration aujourd'hui, non, ce n'est pas la configuration. Si on se base sur des considérations purement mathématiques aujourd'hui, ce n'est pas possible pour l'opposition d'avoir. Non, c'est en fait si on se met sur des. Oui. Alors aujourd'hui, donc on risque de se retrouver dans un schéma où on n'aura que des candidatures en fait, de la mouvance. Alors là, est-ce que ce n'est pas un risque pour le jeu démocratique? Du tout. Puisqu'on a connu des élections législatives difficiles en 2019, un peu plus moins compliqué en 2020. Alors, comment faire? Est-ce que ce n'est pas un risque pour le jeu démocratique? Évitons de faire comprendre que ça a été difficile parce que c'est la faute à personne. Il faudrait qu'à chaque fois qu'on dise aux autres, si vous voulez penser demain, ça se prépare aujourd'hui. Ils avaient tout fait pour mettre en difficulté cette réforme-là. Et voilà la conséquence.
Donc, on ne devrait pas dire que c'est difficile. Ce n'est pas difficile. C'est un jeu. Vous savez, c'est comme les deux faces d'une pièce. Hein. Si vous lancez qu'à chaque fois c'est l'autre qui sort, ce n'est pas parce que l'autre face ne va jamais sortir. Mais si une fois que l'autre face qui est pervers sorte, alors là, il ne faudrait pas se dire que, ah non, mais on est toujours habitué à voir franc, voilà que la tête est sortie. Non. Un jeu politique est un jeu de probabilité. Et si l'extrême n'est jamais apparu quelque part, ce n'est pas que l'extrême n'existe pas. Avoir une assemblée monocolore, même dans un système très ouvert, là, ce n'est pas interdit. Puisqu'il arrivera toujours, un moment où tous ceux qui sont, tout l'arsenal politique du pays là, se mettront derrière quelqu'un. Ça va être monocolore. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on va dire? On dira que non, parce que c'est celui-là. Non, on ne dira pas ça. C'est une histoire, c'est une leçon que nous sommes en train d'apprendre. Nous devons vivre avec cette leçon, avoir l'expérience de cette façon-là, pour que prochainement, lorsque ça serait acquis complètement et entièrement pour l'opposition, puisque nous oublions souvent également aussi ça, ça peut être également une assemblée acquise à 100% à l'opposition un jour dans ce pays. Dans ces conditions, on va faire comment? Alors que le chef de l'État n'a même pas pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. On fera comment? Donc, apprenons de nos expériences pour bâtir prochainement des textes solides, non violables. Puisque ce sont ces gens, ces attouchements que nous faisons et qui nous conduisent jusqu'à ce niveau où nous sommes complaisants. Si les maires élus qui sont libres, je présuppose, puisque je ne suis pas partisan. Donc, si ces maires sont libres et qu'ils ont une idéologie, même si on leur donne de l'argent pour aller soutenir un candidat de l'opposition, ils ne vont pas le faire. Même si on les oblige pour aller faire, ils ne vont pas le faire. Bon, dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut encore se tenir? L'opposition a joué au bidet et il va ramasser les pots, elle va ramasser les pots cassés. Les gens peuvent souffrir. Est-ce que Je vous invite à faire une possibilité. Non, lorsque vous dites à un enfant, ah non, le feu là, ça ne brûle pas. L'enfant mettra la main, le doigt dedans. Lorsque vous lui dites, le feu, ça brûle, il mettra quand même la main dedans. Il faudrait que ce feu-là le brûle et il prendra conscience que en politique là, on y va. Même si son intérêt n'est pas garanti, on y va, parce qu'on ne sait jamais. Mais qu'est-ce que vous reprochez concrètement à l'opposition depuis 2016 que ces réformes ont été enclenchées, puisqu'on a vu une participation très minime de l'opposition dans la mise en œuvre de ces réformes jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous reprochez? Parce que j'ai l'impression que vous reprochez quelque chose à l'opposition. Oui, ce que je reproche, moi personnellement, je dis à l'opposition qu'elle a mal joué. On était dans un pays, vous étiez représentés à l'Assemblée, ils étaient tous à l'Assemblée nationale. Ils étaient tous là quand le projet de réforme est tombé sur leur table. Ils ont fait des séminaires à Dassar, à Grand Popo, et ils se sont entendus sur un minimum. Arrivés à l'Assemblée, ils ont encore tout foutre en l'air. On leur a donné une chance de repêchage qu'on a confiée au président de l'Assemblée nationale. Ils se sont entendus sur le minimum. Arrivés à l'Assemblée nationale, ils ont encore remis tout dans l'eau. Vous pensez qu'avec des gens qui... Oui, mais à un moment donné, la majorité a quand même basculé du côté de même si la majorité basculait du côté... Quand on prend la 7e législature, à un moment donné, la majorité a basculé. Vous savez, en politique là, même si vos intérêts sont compromis, allez-y quand même. Les FCBE qui ont participé à la dernière élection communale, elles étaient combattues, même par les opposants. Et
vous voulez qu'on dise ils sont innocents, et ce sont les difficultés de l'heure, ou bien le fait d'orienter le débat politique unidirectionnel dans un seul sens là, qui font qu'ils sont comme ça. Non. Que ces gens vident le plancher et laissent place à de nouvelles têtes opposantes pour qu'on ait des débats politiques vrais. Et si vous continuez toujours à dire, trouvons-leur des cas atténuants, on ne va pas évoluer. Il faut que le pays prenne des exemples de développement sur ses propres expériences. Si nous ne faisons pas nos propres expériences et que nous allons toujours aller copier-coller, nous n'allons pas évoluer. Et les tests, on va les prendre le lendemain, on va les corriger, le surlendemain, on va les reprendre et ça serait dommageable pour le pays. Paul Danobé. Je voudrais inviter M. Torra à plus de flexibilité parce que ce dont nous parlons, il s'agit de tous les Béninois. Et vous savez, la politique, ce n'est pas un jeu de soutien automatique ou de rejet automatique. Il faut comprendre aussi l'autre côté, enfin, les populations, les acteurs politiques qui n'approuvent pas la gestion qui se fait aujourd'hui à la tête de notre pays, monsieur Torra. Il faut comprendre. Je ne parle pas de gestion. Non, là, je vous invite à plus de flexibilité. Quand vous traitez l'opposition d'inactive, ça peut se comprendre. Mais le contexte socio-politique aujourd'hui ne permet pas à tous les Béninois d'épouser l'idée qui est développée aujourd'hui à la tête du pays. Donc il faut comprendre quelque part les inquiétudes. Et c'est justement pour cela que moi, je vais formuler une invite spéciale au gouvernement pour qu'il joue la carte de l'aplanissement. Il faudrait vraiment que Patrice Talon et son gouvernement revoient un peu les choses. En faisant quoi concrètement? Parce que la réalité politique montre aujourd'hui que ça va être compliqué pour l'opposition. Oui, surtout. Quand même d'avoir des parrainages pour 2023, ça va être très compliqué. Surtout quand on se conforme aux résultats issus des dernières communales et municipales, il faut s'en tenir à deux partis. L'Union progressiste, le Bloc républicain, qui sont tous des partis de la mouvance. Les FCBE qui ont mal an, bon an, pu avoir 7% actuellement, n'ont pas les capacités aujourd'hui pour avoir les 16 maires. Ou les 16 maires ou députés. Et donc, je crois que c'est là où la responsabilité de l'État est sollicitée pour permettre une certaine ouverture à la prochaine présidentielle. Parce que si à la prochaine présidentielle, il n'y a pas un candidat qui représente l'opposition, un candidat qui représente valablement l'opposition, alors là, ça va créer un problème grand. Parce que le tissu social a reçu assez de coups de couteau. Et je crois qu'actuellement, le jeu que le gouvernement est appelé à jouer, c'est de travailler à recoller quelque peu les morceaux et rassurer. Est-ce que vous pensez, en faisant, comment peut-on faire réellement? Est-ce qu'il faut retirer le parrainage, comme par exemple certains acteurs de l'opposition? C'est une option. Est-ce que la chose est possible aujourd'hui? C'est une option, bien que la loi soit opportune, c'est une option quand on remarque que les personnes sur qui cette loi-là sera appliquée ne sont pas mentalement préparées pour accéder à ce niveau d'innovation. Et donc, si on doit être conséquent, il faudrait que un jeu de modification soit joué pour permettre à ce que les candidats de l'opposition participent prochainement à la présidentielle. Le faire, ce n'est pas un aveu d'échec. Le faire, ce n'est pas se dédire, mais c'est d'être conséquent et constater l'effet de la loi sur les acteurs politiques à qui cette loi est justement destinée. Monsieur Torra, Stéphane. Alors, Paul Dangwe pense que c'est possible. Je vois Paul Dangwe jouer à
à demander des voix dedans pour l'opposition. Vous savez, le test sur le parrainage est venu parce que les gens disaient que 250 millions était trop. N'oublions pas les choses. C'est que si nous sautons, nous allons toujours... Lorsque vous allez... C'est parce qu'ils ont dit que la caution demandée pour les présidentielles, c'est une caution élevée. De trouver un système pour pouvoir permettre à chacun de présenter. Et sur la table, il y a le parrainage. Surtout que ce sont les gens de l'opposition qui criaient parrainage, parrainage là. Et c'était parrainage à 20%. On a révisé. Maintenant, nous sommes dans une situation donnée. Et on va toujours réviser. Puisque ce sont de nouvelles lois, vous savez, quand même vu, il vaut mieux dans l'application. Il vaut mieux prendre conscience sur le résultat de quelque chose que d'être guidé par la peur du résultat et de bifurquer. En procédant comme ça, on n'aide pas, on n'aide aucunement la République. Mais on a quand même vu dernièrement, quand il s'agit de faire l'élection des maires, on a été obligé de faire quelques modifications, d'apporter des modifications au code électoral pour pouvoir avancer. Oui. Mais on a amélioré. Oui, pour avancer. Pour avancer. Alors, c'est justement cette invite-là que moi je formule ici, là, au gouvernement. Vous ne le demandez pas d'améliorer. Hein. Non, c'est pas nous, mais Non, ce que je ne suis pas en train de dire que ton invite là bien, ta demande, on doit balayer ça du revers de la main. Moi, je reste strictement au niveau des textes. Et je dis, respectons le texte, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a des alternatives, que les gens peuvent proposer des alternatives, disons, vous savez, on a révisé la Constitution, on a dit, pour le cachet présidentiel, bien, le truc là, ça commence en 2021, et puis etc. Donc, on peut toutefois dire... Repousser vers 2026 Repousser et dire que le cachet commence peut-être en 2026. Laissant le champ à l'ancienne loi d'agir. Mais si on le fait, tout ce qu'on a subi, les morts et autres là, n'ont été gratuitement. Non, pas vrai. Pas vrai. Oui, parce que si on a été capable de procéder à une certaine relecture, ça veut dire que c'est des sacrifices inutiles, des invectives inutiles. C'est qu'actuellement, on peut toujours le faire. Ceux qui sont acharnés à demander, ils veulent présidentiel, c'est encore dans leur majorité des gens qui ne se conforment même pas aux tests sur les partis et l'existence des partis politiques dans notre pays. Et vous voudrez que ceux-là qui refusent de se conformer déjà à un test existant là, qu'on leur donne... Ils ont refusé de se conformer. Qu'on leur donne voix et loi. Non, moi je crois. Quand ceux dont on peut prendre les paroles, ou bien les propositions en considération, que ce soit ceux qui sont réellement constitués en parti politique dans notre pays. Et je prends l'exemple de MPL qui l'a ouvertement demandé, sollicité, puisqu'il va prendre pas la voie légale pour le solliciter également. Je prends cet exemple, je dis, voilà un parti sérieux qui se dit, dans ces conditions, nous ne pouvons pas grande chose. Donc, si on peut entendre ce parti politique-là,
c'est accordé à quelqu'un qui s'est conformé, malgré la dureté, malgré et la difficulté à se conformer aux lois sur les partis politiques, c'est lui donner, c'est lui faire et flanc. Maintenant, les autres qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont dans la diaspora et qui crient et qui ne sont rien du tout. Parce qu'ils ne sont rien du tout, il faudrait qu'on se dise, on est dans les partis politiques. Vous êtes parti politique si forcément qu'ils sont rien vous du êtes tout, un parti politique. Il faut commencer par leur dire ça et ils vont se conformer parce que c'est parce qu'on leur donne. Est-ce qu'il faut forcément des partis politiques avant de réagir sur le débat politique? C'est que en débat là, si vous êtes politique, vous êtes parti politique ou vous ne l'êtes pas. Vous êtes parti politique, vous parlez, vous prenez la parole en tant que parti constitué en République du Bénin. Si vous ne l'êtes pas, c'est que vous n'êtes rien du tout. Soyons d'abord clairs sur ça. Et si nous n'apprenons pas à respecter les tests, nous serons comme des chauves-souris. Nous ne serons jamais là-bas, nous ne serons jamais ici, nous ne serons rien du tout. Paul Danombe, aujourd'hui, quand même, l'opposition crie. On dit que le parrainage sonne encore aujourd'hui comme... Monsieur Tom. Alors l'opposition crie. Et puis, et c'est comme si le parrainage sonne comme un instrument d'exclusion et autres. Mais cette opposition a quand même compris les enjeux depuis, quand même si en 2019, on a eu des élections difficiles pour les élections communales, et quand on sait que l'enjeu, justement, du parrainage se pose pour la présidentielle et qu'on n'a pas pris le temps de faire l'union sacrée et de faire la bataille comme il faut. Parce qu'on a vu à la veille des municipales, on a vu le parti, en fait le seul parti qui était dans la course avec des crises en un point fini. Tout le monde a vu comment ça s'est passé. Mais aujourd'hui, cette même opposition crie parrainage et assis. Pourtant, on a compris l'enjeu depuis quand même. Alors est-ce que ça ne sonne pas aujourd'hui comme une certaine distraction? Je pense que l'opposition a été quelque peu nonchalante. Elle n'a pas su jouer dans l'assiette de génie du pouvoir actuel. Patrice Talon et son gouvernement ont montré depuis 2016 une certaine vivacité de l'esprit, une certaine vélocité à travailler. Une capacité d'anticipation. Une capacité d'anticipation terrible. Et c'est ce que je reproche à l'opposition, parce que quand vous êtes face à un tel spécimen entre griffes, vous développez vous aussi les capacités pour aller à son rythme. Et quand vous installez dans une nonchalance, dans presque une inactivité qui ne dit pas son nom, c'est normal. C'est normal. C'est normal que, pourtant, il y a l'opposition regorge d'assez de leaders pour qui moi j'ai de l'estime par rapport à leur capacité d'analyse. Est-ce qu'un griffe, c'est l'effet de l'exil? Non, bon, tous les leaders de l'opposition ne sont pas en exil. Tous les leaders de l'opposition ne sont pas en exil. Il y a des leaders de l'opposition qui sont ici. Quand je prends candidat Zanaï qui a tout le temps manifesté son appartenance à l'opposition, je pense que ces gens-là ont quand même la jugeote, ils ont la capacité d'anticiper sur un certain nombre de choses. Donc, le contexte dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, l'opposition s'est fait prendre elle-même à un piège. Maintenant, le contexte sociopolitique béninois dans lequel nous vivons ne nous permet pas d'appliquer mot pour mot la loi sur le parrainage. Parce que si on devrait le faire, c'est dire que en 2021, que ça soit uniquement l'Union progressiste et le bloc républicain qui participe à l'élection présidentielle. Et là, ça ne participe pas au jeu démocratique. Et je pense que le président Patrice Talon ne se fera pas prendre à ce piège-là. Parce que quand on voit aujourd'hui la vaste campagne de mobilisation, les déchaînements de passion qu'on observe aujourd'hui par rapport aux suscitations de candidatures, le président Patrice Talon a signé un contrat social avec les Béninois en 2016. Et en 2016, il leur a dit qu'il venait pour un mandat unique. Et je pense, il est vrai que le projet de révision dans lequel le mandat unique devrait être porté n'a pas abouti. Mais le candidat Patrice Talon, je ne parle pas du président, le candidat Patrice Talon est venu au pouvoir avec
un certain nombre d'éléments de langage. Et dans cet élément de langage, il y avait le mandat unique qui a résonné dans la tête des Béninois comme une sirène. Et aujourd'hui, les Béninois attendent justement Patrice Talon sur ça. Et moi particulièrement, ça fait partie de l'une des raisons pour lesquelles j'ai soutenu corps et âme le projet de la rupture. Et si en 2021, Patrice Talon revenait, il disait qu'il est candidat, je pense que tout comme moi et comme des milliers d'autres Béninois, il y aura un sentiment de déception. Déception pourquoi? Pas parce que Patrice Talon n'a rien fait. Le bilan est aussi est assez élogieux. Mais je pense que il est temps qu'en politique, qu'on cultive le respect de la parole donnée. Non, mais il y a la parole donnée, mais il y a aussi l'appel du peuple. Si le peuple... Écoutez, je vous en prie, l'appel du peuple, oui, le peuple dont nous parlons, il est partagé. Il est partagé entre un bilan positif et un bilan négatif. Et justement, le déchaînement de passion auquel on assiste depuis quelques mois, partout, les gens appellent à une mobilisation de candidature, les gens appellent à une mobilisation de la caution du président Patrice Talon. Je pense qu'il est plus intelligent, qui saura se mettre au-dessus de la mêlée. Je crois que le président Yaya Jammeh a dit, on lui a posé la question de savoir, votre homologue Patrice Talon a dit qu'il ferait un candidat, il ferait un mandat unique. Il a dit, je cite, il vient d'arriver, il n'a pas encore compris le jeu. Et je pense que Patrice Talon trouvera la formule pour montrer à toutes ces personnes que le respect de la parole donnée peut faire école en politique. Et justement, c'est à ce jeu, c'est à ce piège que j'invite Patrice Talon à ne pas tomber. Et je le sais, plus intelligent, et il va se mettre au-dessus de la mêlée. Je le dis et je le persiste et je persiste. Patrice Talon ne sera pas candidat en 2021. S'il est candidat, c'est un nombre, ce sont des milliers de Béninois qui seront déçus. Pas parce que son bilan n'est pas positif, mais c'est le contrat social qu'il a signé. C'est vrai que c'est une autre parenthèse que vous ouvrez sur ce plateau. Stéphane Toa, rapidement, avant de boucler. Oui, moi j'ai bien écouté Danongui dans sa parenthèse et j'ai un peu souri, quoi. Si Patrice Talon ne disait pas qu'il ferait mandat unique, alors Danongui n'apprécierait pas son projet de société. Ça veut dire que... c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Là, vous avez un procès d'intention. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas un procès d'intention. Tu as dit qu'il a dit. Oui. Je suis en train de ressortir ça d'une façon pour que tu vois, quoi. Ça veut dire que... Non, je risque de vous dire que vous sortez mes propos de leur contexte pour faire allusion à quelqu'un. Laisse-moi te charité un peu. Donc... la parole qui est dite chez nous ici, là, ce sont les tests qu'on applique. Cette parole se retrouve-t-il ou bien se retrouve-t-elle? On ne peut pas dissocier. On peut pas dissocier. Attends, je t'ai parlé de la parole. Cette parole se retrouve-t-elle consignée dans un test? Tu vas me dire non et je te dirai oui. Ou bien, si la parole qui a été dite a été dit devant un officier de justice, je disais, un notaire, attendez. Non, ça a été conseillé dans un officier de justice. C'est une personnalité non, il était candidat. Il avait dit. Et même quand il était président, il a dit. C'est pas quand il était candidat. Et après, il a dit que lui n'a pas l'aversion à la fonction présidentielle. Il a dit aussi. Mais ça là, ça ne constitue plus sa parole. N'est-ce pas? Après, il a dit qu'il avisera. Oui. Ça là, ce n'est plus sa parole. Ça veut dire que il a évolué dans la parole déjà. Pourquoi vous voulez que lui seul... Il a évolué dans le sens... Non, il a évolué... faire finalement le contraire ou de rester fidèle. Parce que les politiques béninois, les politiciens béninois veulent le prendre comme une toupie. C'est-à-dire que si c'est toi qui veux faire mandat unique, fais mandat unique pour toi et pour toi seul. Non, nous n'en sommes pas dedans. Non.
Parce que c'est pour ça que le premier projet de révision de la Constitution, qui devrait quand même solutionner tout ça là, les gens sont... C'est le meilleur projet même. Les gens sont rejetés ça. Vous voulez toujours qu'ils s'accrochent à la parole. Moi, je ne suis pas dans ça. Non, moi, contrairement à ta parole donnée, contrairement là, ça fait de temps. Qui ne serait pas candidat. Mais ça, c'est Alassane Ouattara. C'est un président. Alors, merci, monsieur Stéphane Toha, analyste sur l'actualité politique. Merci également à vous, Paul Danobé, pour cette petite ouverture là sur la candidature de Patrice Talon. Sur ce plateau, on a parlé du parrainage, comprendre la polémique. Les deux invités ont essayé donc d'apporter quelques explications. Pour Paul Danobé, c'est vrai, ça va être un peu compliqué. Il faut comprendre également la classe politique de l'opposition. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il invite le chef de l'État et certainement à réfléchir à la question. Pourquoi ne pas apporter un peu plus de flexibilité pour que le jeu démocratique soit un jeu plaisant pour la prochaine présidentielle. Mais pour, bien sûr, Stéphane Toha, pas question. Il faut respecter les tests aujourd'hui. L'opposition s'est prise dans son propre piège et on doit, pour lui, avancer. Merci à toutes et à tous. Vous avez certainement vos opinions sur la question également. Vous avez une idée également sur la question aussi. Le temps évolue et on verra bien ce que nous réserve la prochaine présidentielle 2021. Au Bénin, c'était le débat sur Martin Eden.